Bonjour à tous, je pense que tout doit bien fonctionner, vous devez nous entendre. Donc bienvenue à vous qui vous êtes connectés ce soir pour cette deuxième édition du webinaire autour de la longévité des vaches laitières. Je suis Marie-Cécile Lano, chef de produit confort de Laval France. Et Florian m'accompagne aujourd'hui pour vous faire cette présentation. Salut Florian. Bonjour à tous, merci de m'accueillir pour ce webinaire. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Donc, moi, je suis gérant de la société Farm Dairy Service. Donc, on a un cabinet de consulting spécialisé en production laitière et spécifiquement dédié aux exploitations équipées de robots de traite. Aujourd'hui, donc, on est 4 consultants répartis sur toute la France. On est spécialisé dans la gestion de troupeaux robotisés et donc, à ce titre, nous avons un partenariat avec de Laval depuis maintenant 5 ans sur l'accompagnement zootechnique des clients équipés de VMS et notamment de logiciels de gestion de troupeaux Delpro Farm Manager. Donc, on supporte voilà, les concessions et les éleveurs dans leurs résultats avec les solutions de Laval et les robots VMS. Et on accompagne également les résultats au niveau des élevages sur la circulation et le confort des bâtiments d'élevage ou encore sur la qualité du lait. Donc, bienvenue à tous et merci de nous avoir rejoints. Alors petit point technique, hein, la présentation va durer une quarantaine de minutes. J'espère que les connexions sont bonnes pour tout le monde. En tout cas, sachez que l'expérience est meilleure avec Google Chrome. Si besoin, vous pouvez changer. Et puis à la fin de la présentation, on prendra le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez les poser tout au long de la présentation. Vous avez sur la droite de votre écran un onglet questions qui est dédié. Et vous avez aussi un onglet sondage que vous pouvez voir. Donc, on va vous poser des petites questions tout au long de la présentation pour que ce soit assez interactif. Donc, n'hésitez surtout pas à répondre et à poser vos questions. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est la thématique de la longévité. On va voir au fond, voilà, qu'est-ce que c'est que la longévité et pourquoi on s'intéresse à cette thématique, pourquoi c'est intéressant pour vous, éleveurs, de s'y intéresser. Et puis, quels sont les critères de cette longévité, comment pouvoir les mesurer et pouvoir agir dessus. Et puis, dans un deuxième temps, on s'attardera un peu plus sur la partie stress thermique, qui est un sujet très d'actualité, qui est en lien avec la longévité, comme vous allez le voir. Alors, c'est parti. Avant de commencer, je vais vous inviter à répondre déjà tout de suite à une première question. Pour vous, éleveurs qui êtes présents, ou même autres, hein, je vois qu'il y a beaucoup de prescripteurs, mais si vous avez aussi une idée, quel est le rang moyen de lactation de votre troupeau, ou en tout cas des troupeaux en France? Donc, allez-y, je vous invite à répondre. On va attendre qu'il y ait quelques réponses qui se profilent. Donc, on a du 2-4 en majorité pour le moment. Voilà, c'est ce qui ressort principalement. Donc, en tout cas, c'est majoritairement en dessous de 3. Et donc, vous allez voir où est-ce qu'on veut en venir dans quelques instants. Donc, on va voir déjà quelques chiffres clés, quelques constats. Il faut savoir que le coût d'élevage d'une génisse ça oscille entre 1 100 à 1 400 euros. Donc, vous comprenez bien que c'est loin d'être négligeable. Le coût lié au renouvellement, c'est 10% du coût de production global, loin d'être négligeable là encore. Et sachez que le potentiel génétique d'une vache laitière, il est visible à partir de la 3e lactation. Donc, vous voyez le lien avec la question, évidemment. Et puis tout ça, ça va mettre en face un quatrième constat. C'est qu'une vache sur 2 en France n'atteint pas le 3e vélage. Donc, vous l'aurez compris. Pourquoi de parler de longévité? C'est avant tout une question de rentabilité. Et Florian va vous en dire un petit peu plus à ce sujet. Donc voilà, donc sur la longévité, pourquoi on s'intéresse à cette longévité? Donc déjà sur ce grand principe, c'est un peu une sorte d'idéologie, hein, c'est un peu comme nous, l'écologie, on va amener des choses assez généralistes. Donc je pense que pour bien traiter ce sujet de longévité, il faut l'associer à des critères de rentabilité. Et de ce fait-là, on va dégager plutôt le terme de durabilité. Et donc ça va nous renvoyer à comment accroître la durabilité de mon élevage. Donc, qu'est-ce que c'est des animaux qui durent? C'est déjà plus de produits pour diluer les charges. Donc, la phase improductive d'élevage, donc pour l'amortir, l'élevage de la génisse. Et puis, diminuer le coût de renouvellement, parce que comme on vient de voir dans le sondage, et puis vient de dire Marie-Cécile, le taux moyen de renouvellement en France, il est autour de 25 à 30%.
et bien plus dans les élevages robotisés, ce qu'on peut voir sur le terrain. Et puis le rang moyen est quand même pas très très élevé, autour de 2, 3, 2,5 lactations en moyenne dans les élevages français. Donc on vous a représenté un graphique qui, en bas, donc en abscisse, vous avez les âges des animaux, en ordonnée, donc les euros, donc avec en rouge le cumul des coûts. Donc on voit bien que le temps que l'animal produise du lait, eh bien, il nous coûte, ça on en est tous conscients. Et donc il va lui falloir quasiment une lactation, donc tout dépend le volume de lait qui est produit par l'animal, mais on va dire 6,5 à 7 tonnes de lait pour déjà amortir sa phase de production, euh, sa phase de croissance et d'arriver à l'animal qui produit du lait. Et puis à partir de ce stade-là, ben, la courbe des gains s'envole. Et puis ben, on voit bien que plus l'animal avance en âge, plus il nous rapporte d'argent, jusqu'à voilà, 2300, 2500 euros par lactation. Donc on comprend bien l'intérêt d'avoir des animaux qui durent, d'autant plus que le potentiel laitier s'exprime de plus en plus au fil des lactations. Et c'est autour de la 4e, 5e lactation qu'on a les animaux qui sont les plus productifs. Donc autour des critères de longévité, voilà, on les a tous représentés ici, hein, donc ils sont relativement nombreux. Donc on va avoir un angle, donc il y a un pôle un peu voilà, génétique qui se dégage. Donc là, ben, vous le traitez souvent avec vos centres d'insémination, voilà, mais en tout cas, ce n'est pas à négliger parce qu'aujourd'hui, je pense que dans les conditions dans lesquelles évoluent les élevages, les vaches, les animaux dans les élevages, pardon, et la taille des structures, voilà, je pense que le critère génétique, il va avoir de plus en plus d'importance et d'impact. Ensuite, on a la partie management, ouais, donc tout ce qui va être élevage de la génisse, toute la partie sanitaire, santé, prévention, la partie repro et puis aussi gestion de l'alimentation, que ce soit du veau à la génisse, à la préparation vélage et pendant la lactation. Et nous, aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser au troisième point, qui est la partie confort. Donc, qui a une place hyper importante à nos yeux sur le terrain, bah, d'autant que voilà, les conditions d'élevage ont bien évolué, les animaux ont évolué, les animaux, il y en a de plus en plus dans les bâtiments, et donc voilà, il faut être de plus en plus vigilant à cette thématique-là. Donc voilà, on va aborder ça sous deux angles, donc la partie confort du bâtiment et la partie réforme. Donc au niveau des motifs de réforme, bon, ça, on ne devrait pas vous apprendre énormément de choses. Donc, c'est des choses qui sont vues et revues et redites par notamment les écoles vétérinaires, ce qu'elles peuvent avoir au niveau de leurs statistiques. Donc, ce qui est quand même important de noter, c'est qu'il y a quand même deux grands types de réformes. Donc, les réformes qu'on appelle choisies, donc là, qui sont liées, bah, voilà, des questions d'improduction, production insuffisante, d'autres motifs ou critères purement génétiques. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt les réformes forcées. Donc, il faut savoir qu'elles représentent 50% des réformes d'un élevage, voire même des fois plus. Et le premier critère de réforme va rester les problèmes problèmes de fécondité. Donc 23% des réformes forcées sont liées à la repro. Après, on va voir tout ce qui est problème de cellules, mammites, problème de boiterie. Et puis, à pas négliger même les faibles pourcentages, hein, à savoir la mortalité. Parce que là, quand vous perdez un animal, bah, il faut le remplacer par un autre. Et ça, c'est vraiment une perte sèche, puisque vous ne l'avez pas vendu, valorisé à l'abattoir. Et puis, vous devez le remplacer par un animal qui vous a coûté 1500 euros. Donc, quand on prend ces faibles pourcentages, et c'est là où le confort il va intervenir, une vache qui s'est écartelée, bah, en vrai, c'est une perte de 2500 euros net. Donc, ça, c'est vraiment intégré un peu dans ces notions de réforme, quoi. Voilà, merci Florian. Et donc voilà, comme l'a dit Florian, il y a un des critères majeurs hein, quand on parle de longévité, bah, c'est le confort. Et le confort, c'est aussi voilà, une notion qui comprend plusieurs grands aspects. Et le confort, dans un bâtiment, on va pouvoir le représenter en 6 points clés. Donc, il y a notamment l'éclairage, l'abreuvement, que ce soit la qualité et l'accessibilité. Il y a la partie couchage. On va le voir plus tard, la gestion du stress thermique, en tout cas tout ce qui est ambiance du bâtiment. Il y a la gestion des allées et des effluents et la notion d'espace et de circulation des animaux. Donc là, on va pouvoir parcourir un petit peu quelques éléments concrets hein, de confort et d'aménagement du bâtiment avec Florian. Donc autour de l'abreuvement,
du couchage et puis de la circulation. Et dans un deuxième temps, sur le reste de la présentation, on s'attardera vraiment plus en détail sur la gestion du stress thermique. Donc, je te laisse continuer, Florian, sur les éléments concrets par rapport à ton expérience. Donc là, on va reprendre un peu nous, ce qu'on peut voir tous les jours en élevage, hein, parce qu'on fait des audits à la fois d'optimisation des performances, mais aussi voilà, des audits de bâtiments. Donc déjà, sur la partie, notamment sur la partie VMS, donc la traite volontaire, on s'attarde vraiment à comment se comportent les animaux dans le bâtiment. Et donc voilà, l'espace, déjà, dans un premier temps, l'espace, c'est pas du tout à négliger pour une vache laitière. Donc une vache, bon, c'est un peu, ça va faire sourire ce que je dis, mais une vache, c'est gros, quoi. Donc si vous prenez un carton, donc une vache, ça fait 2,5 mètres carrés, vous dessinez un carton, vous baladez votre carton dans le bâtiment, et vous regardez un peu comment ça se passe en termes d'accès à l'auge. Bon, les logettes, on visualise bien, puisque la stalle est déjà bien bien conçue. Les couloirs transversaux, l'accès aux abreuvoirs. Et donc, tous ces animaux doivent cohabiter et vivre 24/24 dans le bâtiment. Donc, ils ont besoin d'espace pour pouvoir évoluer dans des bonnes conditions. Ouais, donc, à l'inverse, à droite, voilà, on vous a mis un système de traite avec une aire d'attente, donc deux robots, de l'eau. Voilà, on visualise bien la répartition des animaux. Pas beaucoup de vaches dans l'aire d'attente, une vache qui est en train de se brosser, une qui est en train de se présenter au portillon pour rentrer dans l'aire d'attente, une qui est devant le robot. Donc, voilà, donc l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse déjà bien évoluer dans le bâtiment et bien se répartir. Donc ensuite, au niveau du couchage, donc voilà, une vache, pour qu'elle fasse du lait, il faut qu'elle soit couchée. Donc une vache va passer à peu près 14 heures de sa journée, elle doit passer 14 heures de sa journée couchée. Et puis vous aurez une augmentation du rendement laitier par heure supplémentaire couchée. Donc on annonce à peu près 1,5 kg de lait par heure supplémentaire. Donc c'est vrai que la partie couchage elle est hyper importante. Et ce qu'on constate nous dans les élevages, c'est qu'il y a énormément de bâtiments qui ne sont pas bien réglés au niveau des logettes, surtout au niveau du dégagement de la barre de cou. Et donc, on a des animaux qui ont du mal à se coucher, qui se couchent en travers, des animaux qui se salissent, des logettes qui se salissent. Et donc ça, il faut être vigilant là-dessus pour que l'animal puisse bien s'engager dans la stalle de logette et se coucher, se reposer. Donc à droite, vous voyez voilà, des choses qu'on voit arriver sur le terrain avec des barres cintrées qui permettent de s'affranchir un peu du gabarit des animaux, parce que c'est vrai que les logettes, ce n'est pas facile à régler en fonction de l'hétérogénéité du troupeau. Et donc vraiment, l'idée, c'est que l'animal puisse facilement rentrer dans la logette et se coucher de façon confortable. Ok, là, c'est revenu en arrière chez moi. Ah, j'ai avancé pourtant. C'est bon pour toi aussi, Sandy? Bon, ça a l'air de bugger pour toi, Florian. On est sur la partie confort du couchage, du coup, maintenant. D'accord. Tu veux faire à l'aveugle ou... Attends, je vais ouvrir de mon côté, désolé. On va revenir. Ok, comme on est sur l'autre partie logette. Donc, ok, donc sur la conception des logettes, excusez-moi, parce que du coup, je n'ai pas l'affichage qui est de mon côté. Ah, c'est bon. Désolé. Ok, c'est parti. Donc, sur la partie conception des logettes, donc, comme je disais, il va y avoir la partie aussi hygiène santé, hein, donc au niveau propreté. Donc, le dimensionnement, il va aussi être important là-dessus. Et on voit maintenant arriver, voilà, au niveau on voit arriver maintenant les logettes creuses. Donc, où là, on comprend bien l'intérêt d'avoir un lit de couchage beaucoup plus confortable. Donc, ici, par exemple, on est sur du sable drainant, inerte, qui favorise à la fois le confort animal et la santé. Donc, au niveau de l'abreuvement, autre point débattu et redébattu dans les journées techniques qu'on peut aussi animer. Voilà, je pense que ce serait intéressant, en partant de ce webinaire, que tout le monde soit vraiment conscient qu'aujourd'hui, il y a vraiment un manque d'eau et d'abreuvement, de disponibilité en eau dans les élevages en France qui pénalise fortement le comportement des animaux.
Voilà, donc là, c'est l'accessibilité, comme ici en sortie d'aire d'attente. Voilà, on peut avoir des idées un peu créatives, mais voilà, l'animal, il doit quand même pouvoir accéder facilement à l'abreuvoir et pas devoir monter dans une logette pour boire, quoi. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faudra vraiment prendre en considération et évoluer là-dessus. À l'inverse, voilà, on va quand même privilégier des belles zones d'abreuvement. Donc, on parle de 10 cm d'abreuvement par vache. Donc, ça, c'est quand même important. Donc, dans un troupeau de 100 vaches, il faut 10 mètres d'abreuvoir. Il faut que ces 10 mètres ils soient accessibles à la fois pour que les dominantes dominées puissent bien accéder à l'eau, notamment voilà, quand on va aller plus loin et qu'on va parler des périodes où la température s'élève. Et notez qu'un voilà, un compteur d'eau, ça coûte environ 40 € avec les raccords. Donc, ce n'est pas inintéressant d'investir dans les compteurs pour voir qu'est-ce qui est bu à chaque pôle du bâtiment, que ce soit entre les lots, élèves, veaux, génisses, prépavélage, vache-tarie, et dans le bâtiment des laitières, en fonction des différents spots d'abreuvement. Merci Florian. Donc on va revenir maintenant plus en détail sur le sujet, un sujet d'actualité qui nous intéresse beaucoup ces dernières années, c'est la partie gestion du stress thermique. Donc en mettant un moyen, vous allez voir, d'augmenter la longévité des animaux. Donc pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à ce sujet-là? Parce que voilà, je pense que ça aura échappé à personne que les phénomènes climatiques extrêmes sont de plus en plus fréquents, même en France, et que voilà, les prévisions météorologiques vont plutôt vers une aggravation encore de ces phénomènes. Et puis, on va voir que ça a un impact quand même très marqué sur les animaux et sur leur productivité. Donc, c'est vraiment très intéressant de s'y intéresser dès maintenant. Alors, le stress thermique sur les animaux de votre troupeau, ça a plusieurs types d'impacts. Il y a des impacts immédiats que vous avez probablement déjà tous pu constater. Donc, c'est une baisse de l'activité générale des animaux, et de là va en découler plusieurs impacts, donc comme la chute de la production, une baisse de fréquentation du robot quand on est un bâtiment très robotisé, une diminution de l'alimentation, donc beaucoup plus de refus à l'auge, une augmentation de la consommation d'eau qu'on ne peut pas toujours mesurer, ça dépend si on est équipé de compteurs ou pas, ça passe souvent inaperçu. Et ça peut aussi être des augmentations des problèmes qualité, type augmentation des cellules. Donc, je vous pose aussi la question tout de suite, si vous voulez vous rendre sur l'onglet sondage et répondre à cette question. Voilà. Combien est-ce que vous pensez avoir perdu de lait, en tout cas sur cet été ou des étés précédents? C'est des choses que certains d'entre vous arrivent à évaluer assez bien maintenant, surtout quand on est en traite robotisé. C'est vrai que ça se mesure, mais pas que. Voilà, donc personne ne dit zéro, donc ça c'est déjà effectivement une réalité. Donc voilà, on est entre 1 à 2 litres et 3 à 5 litres par jour et par vache. Donc on va voir les conséquences de ces pertes-là par la suite. Sachez qu'il y a d'autres impacts du stress thermique qui sont les impacts là à plus long terme et qui sont en lien avec une baisse de la fertilité. Donc, il y a une diminution de détection des chaleurs, voire même d'expression des chaleurs, une baisse du taux de fertilité générale, et ça a un impact tout ça sur la production de la descendance. Sachez qu'une génisse qui aurait subi un stress thermique in utero, sa production à elle, de futures vaches, va déjà en être impactée. Donc, ça a vraiment des impacts à long terme sur votre troupeau en général et sur la production qui sont vraiment connus, mesurés maintenant et non négligeables. Et puis, c'est une diminution sur la production annuelle totale. Et Florian va nous l'expliquer au travers de la notion de persistance laitière maintenant. Voilà, donc sur les robots, on a la chance de pouvoir recorder les performances des animaux tout au long de la lactation. Donc ici, on vous a représenté une courbe de lactation d'un lot multipart d'un élevage équipé de robots. Donc on constate un pic de lait autour de 44 kg à 45 jours de lactation, ce qui est relativement courant dans les élevages robots avec des prix Holstein. Et donc ce qui va nous intéresser, voilà, c'est cette notion de persistance à 200 jours.
Donc, on va regarder la production laitière à 200 jours. Donc, ici, 34 kg. Donc, grosso modo, retenez 10 kg d'écart pour juger d'une bonne persistance en lait. Donc, si notre animal subit un stress quelconque, notamment le stress thermique, dans cette phase, bon, déjà, pour remonter au pic, donc, clairement, ça va impacter derrière la courbe de persistance et la forme de sa courbe de lactation. Et puis, on va dire, voilà, jusqu'à tout au long de la lactation, dès lors que ça va imprimer un décroché dans la courbe, il s'en suivra de plus belle jusqu'à la fin. Donc, concrètement, une vache qui vèle pendant la période estivale et qui subit un stress, elle ne va pas exprimer son pic de la même façon. Et voilà, retenez que 4 litres de lait au pic, c'est 1000 litres sur la lactation et ça va avoir un fort impact sur la production de lait du troupeau. De plus, voilà, Marie-Cécile parlait de fertilité, donc une absence d'expression des chaleurs ou des taux de fécondité, de fertilité qui baissent l'été. Derrière, c'est le mois moyen du troupeau qui se trouve impacté. Et donc, retenez aussi que 10 jours de mois moyen d'un troupeau, en plus, eh ben, c'est 7 litres de lait en moins. Donc, quand on calcule la marge sur coût alimentaire d'un élevage, elle va être sensiblement la même en termes de coût alimentaire. Par contre, en termes d'entrée euros de lait, ça va être complètement différent si on a un mois moyen à 150 jours ou à 200. Alors, un effet maintenant du stress thermique hein, sur la reproduction, vous voyez là un résultat d'étude qui montre le taux de conception sur deux lots de vaches différentes en fonction de si elles bénéficient d'un système de rafraîchissement ou non pendant l'été. Et vous voyez la différence du taux pour ces deux groupes en fonction de l'hiver et de l'été. Donc, ce qu'on voit, c'est que le taux de rafraîchissement hein, pour ces deux groupes en hiver, il est relativement stable, il est autour de 45%. Je rappelle que le taux de conception, c'est le nombre de vaches qui prennent hein, sur le nombre de vaches inséminées. Et on voit qu'en été, le lot de vaches qui n'a pas de système de rafraîchissement, pour ce lot-là, on a une chute énorme du taux de conception. On descend à 17%. Donc, ça descend également un petit peu hein, pour le lot de vaches qui est rafraîchi, mais dans des mesures qui sont quand même nettement moindres. Donc, ça, c'est voilà, une vraie réalité. Il y a même, voilà, en discutant avec des éleveurs, il y a des régions de France où les éleveurs ne prennent même pas la peine d'inséminer en été parce qu'ils savent pertinemment que voilà, ça risque de ne pas prendre. Donc voilà, c'est vraiment, et ça c'est vraiment lié aux chaleurs et au stress thermique ressenti par les animaux. Alors le stress thermique, vous allez me dire c'est bien gentil, quand est-ce que ça commence, comment on le mesure? Alors, je vous pose la question tout de suite pour voir un peu disons les niveaux de connaissance et ce que vous en pensez. À votre avis, le stress thermique chez vos animaux, enfin chez une vache laitière, à partir de quelle température est-ce que ça commence? Donc, vous voyez la question qui est apparue dans l'onglet sondage. Donc, je vous laisse répondre en fonction de ce que vous pensez. Vous êtes au top déjà. Donc, ouais, il y a du niveau. Effectivement, on va voir par la suite. Donc, c'est effectivement 22 degrés et ça dépend aussi effectivement de l'humidité. Donc, on va voir ça, avec ce schéma-là. Donc, ce tableau-là, il représente l'index THI. Donc, l'index THI, c'est quoi? C'est un index qui prend en compte à la fois la température et l'humidité ambiante, enfin l'humidité relative dans l'air, pour juger du ressenti, de la sévérité du stress thermique et du ressenti, que ce soit pour les vaches laitières ou pour tout autre animal. Hein, ça pourrait fonctionner même si on n'a pas les mêmes données pour toutes les races d'animaux. Et donc, sur ce tableau, vous voyez sur la partie gauche le ressenti du stress thermique pour les vaches laitières en fonction du THI. Et sur la partie droite, vous voyez ce même ressenti pour l'homme. Donc, ce qu'il faut visualiser ici, il y a ces deux choses. La première, c'est que le stress thermique pour l'homme et pour la vache laitière, ça ne commence pas du tout au même niveau. Donc, vous voyez qu'un stress thermique léger en jaune, pour un être humain, ça commence à 27 degrés, quel que soit le degré d'humidité relative. Et puis, pour les vaches laitières, vous voyez que le stress thermique, ça commence à un THI de 68. Et puis, ça s'aggrave tout en descendant dans le tableau. Quand on est en rouge, on est vraiment en stress très, très critique. Et puis, plus on continue et ça peut entraîner la mort de l'animal. Et vous voyez qu'une vache laitière, donc ça commence à 68 de THI. Et 68 de THI,
et ben c'est dès 22 degrés, autour de 50% d'humidité relative. Donc, c'est tout à fait des températures courantes dans notre climat français. Donc, ce qu'il faut bien retenir là, c'est que quand on va vouloir lutter contre le stress thermique dans un bâtiment, et ben, première chose, ne surtout pas se fier à notre propre ressenti parce que ce serait déjà beaucoup trop tard. Les vaches seraient déjà en stress beaucoup plus avancé. Et puis, l'autre phénomène important, c'est que ce qui est très important de pouvoir faire pour lutter contre le stress thermique, c'est de pouvoir aussi mesurer le taux d'humidité, parce qu'on voit que voilà, vous voyez que les courbes sont courbées et que du coup, le taux d'humidité aggrave le ressenti et le niveau de stress de l'animal. Donc ça, c'est très, très important aussi. Voilà. Et donc là, si on essaye de juger un peu du stress thermique en fonction de différentes régions de France, et ben, vous voyez que par exemple en Ille-et-Vilaine, même avec une durée de stress assez légère et un niveau de stress léger, donc on est à 4 heures en stress léger à moyen, on a déjà une chute de production allant jusqu'à 1,8 kg par vache et par jour. Donc vous imaginez bien que ça, multiplié par le nombre de jours où la température est supérieure à 22 degrés dans l'année et multiplié par le nombre de vaches, ça fait quand même des pertes qui sont assez conséquentes. Et puis, bien sûr, en fonction des régions de France, on a là l'exemple des Pyrénées-Atlantiques. On est sur des niveaux de pertes qui sont beaucoup plus importants. Donc, voilà, les pertes sont non négligeables et ce, quelle que soit la région de France. Et ça va être le cas de plus en plus dans les années qui viennent avec l'aggravation des phénomènes climatiques. Donc, il y a un moyen aussi pour vous, éleveurs, de constater le stress thermique des animaux dans un bâtiment. Et c'est vrai que ça, ce sont des choses, en discutant avec les éleveurs, ce sont des choses qui ressortent. C'est que souvent, voilà, pendant l'été, vous observez que vos animaux allaitent, et voilà, leur fréquence respiratoire est nettement plus élevée. On va passer au-delà de 60 respirations par minute. Et au-delà de 60 respirations par minute, on est sur une manifestation évidente de stress thermique. Alors, il faut savoir que les animaux, des méthodes de rafraîchissement. Donc, ça va être la radiation, la conduction qui, là, vont faire intervenir leur environnement. On est sur des échanges thermiques entre l'animal et son environnement. Donc, ce qui va expliquer que vos animaux, pendant les fortes chaleurs, plutôt que ils vont pas forcément rester couchés, mais ils vont se mettre debout. Ils vont souvent se regrouper. Donc, ça, c'est aussi l'instinct grégaire qui parle. Et pourquoi est-ce qu'ils se mettent debout? C'est pour augmenter la surface de contact, la surface d'échange possible entre l'environnement et eux, pour essayer de se rafraîchir. Autre moyen, c'est l'évaporation par transpiration et la respiration. Faut savoir que ce moyen-là, il est très limité chez les vaches par rapport à chez nous, ce qui est pas cohérent parce qu'ils vont dégager énormément plus de chaleur que nous, mais bon, c'est comme ça. Et puis, il y a également la convection. Donc, j'ai mis en gras ici parce que c'est un moyen qu'on va pouvoir utiliser grâce aux moyens de lutte contre le stress thermique que sont par exemple la ventilation. Alors, justement, maintenant, si on rentre dans le vif du sujet sur les méthodes et les moyens de lutte contre le stress thermique, on va pouvoir les séparer en deux grandes catégories. Il y a les méthodes de rafraîchissement direct. Là, on cherche à rafraîchir directement l'animal. C'est vraiment ça l'objectif premier. Et ces systèmes-là sont adaptés à tous les climats parce qu'on est vraiment centré sur l'animal, peu importe l'environnement dans lequel il évolue. Et puis, il y a les méthodes de rafraîchissement indirect où là, on cherche à rafraîchir l'environnement dans lequel évolue l'animal. Ce sont des méthodes qui sont beaucoup plus appropriées pour des bâtiments à atmosphère contrôlée. Donc, c'est ce qu'on rencontre par exemple dans les bâtiments hors sol, parce que là, on va pouvoir vraiment agir sur l'air ambiant et vraiment l'atmosphère du bâtiment. On comprend bien que dans des bâtiments vaches laitières comme on a chez nous, qu'on veut de plus en plus ouverts et de plus en plus aérés, on va avoir du mal à maîtriser complètement l'air ambiant.
Donc, ça a des effets beaucoup plus limités. Donc, nous, chez De Laval, on propose plutôt des solutions de rafraîchissement direct, comme la ventilation mécanique dans un premier temps, et également le système de douche à vache, ce qu'on appelle chez nous le système carpooling. Donc, on va voir ces deux méthodes-là maintenant un peu plus en détail. Donc, la ventilation mécanique, là, l'objectif de cette solution-là, c'est d'essayer d'évacuer la chaleur située sur la peau de l'animal, et ça par convection, donc en créant un flux d'air vraiment autour de l'animal. Donc, le flux d'air doit être orienté sur les flancs de l'animal avec une vitesse d'air de 1,5 à 2 mètres secondes, hein, pour vraiment avoir un rafraîchissement efficace. Donc, l'avantage de ce système-là, c'est qu'on va venir aussi hors période estivale, on va pouvoir utiliser ces ventilateurs-là à vitesse beaucoup plus réduite, parce que là, on ne va pas chercher à créer un courant d'air, mais bien à créer uniquement un mouvement d'air dans le bâtiment. Donc, on n'a pas besoin de vitesse d'air trop importante. Et ça va permettre d'évacuer les odeurs, d'aider au renouvellement de l'air dans le bâtiment. Et c'est aussi très, très intéressant. Donc, cette ventilation-là mécanique, évidemment, elle vient en renfort à l'aération naturelle et à la ventilation naturelle des bâtiments. C'est bien sûr quelque chose qui est à privilégier dans un premier temps. Donc, on veut des bâtiments beaucoup plus ouverts qu'avant. On avait tendance à fermer des bâtiments. On sait maintenant qu'au contraire, il faut ouvrir et aérer. Et donc, l'installation de ventilateurs vient en renfort à ça. Donc, on va installer les ventilateurs là où les animaux passent le plus de temps, là où elles doivent passer le plus de temps. Et comme nous l'a dit Florian tout à l'heure, et là où elles doivent passer le plus de temps, c'est couché. Donc, dans les logettes ou bien dans les aires paillées, hein, si on veut que les vaches produisent, il faut qu'elles se couchent. Donc, dans les solutions les plus idéales, vous voyez sur la photo, on va installer les rangées de ventilateurs au-dessus des rangées de logettes, avec un flux d'air vraiment bien orienté sur les logettes pour qu'elles soient rafraîchies à cet endroit-là. Et puis, l'autre solution, si on veut aller ensuite plus loin, c'est la solution de douche à vache, de cow cooling, où là, on va on va clairement mouiller l'animal, puis le sécher aussitôt grâce à un flux d'air des ventilateurs, où là, on va avoir une vitesse d'air beaucoup plus importante. Il nous faut au moins 3 mètres secondes, parce que l'objectif, c'est qu'une fois que l'animal est mouillé, il faut qu'il soit séché quasiment aussitôt, hein. Il ne faut pas garder les animaux mouillés. Pardon. Et avec ce système-là, on va pouvoir évacuer toute la chaleur produite par un animal, une vache laitière haute productrice. Donc, on augmente par 5 la dissipation de chaleur par rapport à juste de la ventilation seule. Voilà. Donc, comment est conçu ces installations-là? On va tout simplement venir installer des buses, hein, des asperceurs, le long des cornadis, et aussi au-dessus des aires d'attente. Donc, aires d'attente, vraiment zone à privilégier, surtout en bâtiment traite conventionnel. Donc, c'est des espaces assez restreints où les animaux sont regroupés tous ensemble. Parfois, certains animaux peuvent y rester très longtemps, hein. Les dernières vaches à passer à la traite, elles peuvent rester dans l'aire d'attente 1 heure, voire plus. Donc, c'est vraiment des zones où les animaux peuvent ressentir un stress. Et c'est vraiment une zone à privilégier aussi pour le douchage, parce que c'est assez simple de la mettre en place à cet endroit-là. Donc, on vient positionner, donc je vous disais, ces buses, hein, au-dessus de aire d'attente ou le long du cornadi. Et puis, les animaux sont séchés aussitôt par les ventilateurs. Donc, c'est primordial, hein, la vitesse de l'air. Donc, Florian va nous l'illustrer par la suite, et puis va nous montrer des résultats d'études qu'il a observées aussi sur ce système de douche à vache. Donc voilà, pour aller compléter ce que vient de dire Marie-Cécile, donc comme on vous le disait, l'important c'est la vitesse de flux, hein. Donc ici avec les anémomètres, là on vient pouvoir vérifier qu'on a bien au moins 3 mètres secondes sur les animaux au-dessus de la table d'alimentation, puisqu'ils ont été douchés par séquence. Alors généralement c'est des séquences de 30 secondes à 1 minute
toutes les 5 ou 6 minutes, tout dépend le THI. Donc, on peut faire évoluer au fur et à mesure de la journée en fonction de la température. Et donc, bien évidemment, le système de ventilateur va s'arrêter aussi au moment du douchage pour vraiment que les animaux soient bien mouillés, hein. Vraiment, l'objectif, c'est de mouiller les animaux. Et donc que les ventilateurs soient bien orientés au-dessus des vaches. Donc voilà, donc ça c'est un résultat d'une exploitation. Voilà, donc ce système-là, il est en place en Italie depuis quand même assez longtemps. Il faut savoir voilà, que l'Italie, cette année, a produit 3% de lait en plus cet été, notamment parce que de plus en plus d'éleveurs se sont équipés de systèmes de douche. Donc là, c'est dans un élevage qui est équipé de robots de traite. Et qu'est-ce qu'on va enregistrer pour mesurer l'impact déjà du stress thermique? Donc, c'est ce qu'on appelle le ratio été sur hiver. Donc, on va mesurer la baisse de lait. Donc, le sondage qu'on vous a fait, ce n'était pas anodin. Pour mesurer l'impact, enfin comprendre l'impact du stress thermique en fonction de votre zone géographique. Donc, ici, dans cette vache-là, en 2015, le ratio été sur hiver était à 0,79, c'est-à-dire qu'il y a une baisse de 21% de la production de lait l'été. Voilà, on est quand même sur un troupeau avec un niveau de production autour des 40 litres de moyenne, hein, donc c'est quand même forcément assez élevé, donc la perte est d'autant plus importante quand on l'exprime en pourcentage. Et donc ils ont investi dans un système de douche donc en 2018, et là on voit les résultats qui vont nettement à la hausse, avec un ratio été sur hiver autour de 0,96. Donc voilà, donc à savoir que c'est vraiment l'objectif dès qu'on installe les systèmes de douche, de co-cooling, d'être autour d'un coefficient à 0,95, c'est-à-dire d'avoir que 5% de perte de lait l'été par rapport à l'hiver. Donc, autre impact sur un autre élevage, là, c'est la fertilité qui a été mesurée. Donc, on voit une chute assez importante de fertilité l'été, donc avec un taux de conception voilà, un taux de fertilité autour de 45% habituellement dans cet élevage, donc qui est dans les normes actuelles, et avec une baisse jusqu'à 28-25% l'été, donc presque divisé par deux. Et depuis la mise en place du système de co-cooling, voilà, on revient dans des normes de fertilité beaucoup plus intéressantes, ce qui permet derrière, dans un second temps, c'est d'ailleurs pour ça que le ratio été sur hiver, il s'améliore dans le temps avec le système de douche, puisque grâce au gain de fertilité qu'on a, eh ben, notre niveau de production du troupeau se maintient, voire augmente au fil du temps, puisqu'on est meilleur en repro, quoi. Autre exemple d'une installation qui a été réalisée dans le sud-ouest. Il faut savoir que là-bas, il y a un contexte qui est assez particulier parce qu'on est déjà autour de 70 de THI le matin, enfin à 7 heures du matin à 18 degrés, donc à une hygrométrie qui est très très élevée. Donc c'était déjà un système un bâtiment donc, qui est équipé de 2 robots 140 vaches, où il y avait déjà quand même des choses qui avaient été faites au niveau de la toiture. Donc on a une toiture écaillée. On a les côtés avec à gauche, là vous voyez le rideau donc qui s'ouvre complètement, pleinement, à côté table d'alim, et puis à droite le mur gonflable qui peut également s'ouvrir. Donc il y avait quand même déjà au niveau des entrées d'air, on pouvait difficilement faire mieux à part s'il fallait enlever le toit. Et il y avait des ventilateurs qui étaient disposés en mode brassage. Donc c'est pour ça aussi qu'on n'a pas employé ce terme-là, parce que la ventilation, c'est des animaux. On parle bien de la ventilation des animaux, c'est complètement différent du brassage d'air. Et le brassage d'air ne rafraîchit pas les animaux. Il va, comme son nom l'indique, brasser l'air, mais quand il fait 35 degrés, vous brassez de l'air chaud, quoi. Donc ici, les ventilateurs à cage là, que vous voyez au-dessus des logettes, ils étaient uniquement disposés en mode brassage au-dessus des couloirs d'alimentation, enfin des aires d'exercice, pardon. Et donc voilà, c'était aussi clairement insuffisant pour refroidir les animaux. Donc là, il y a un système de douche qui a été mis en place avec l'ajout de ventilateurs au-dessus de la table d'alim. Donc il y a un ventilateur un brasseur tous les 9 mètres, un ventilateur qui est bien orienté sur les animaux pour avoir ces fameux 3 mètres secondes. Donc dans cet élevage-là, on a pu comparer les résultats avant et après co-cooling. Voilà, donc on était à peu près comme l'élevage qu'on vous mettrait juste avant en Italie, on était sur un coefficient été sur hiver autour de 0,84. Donc ça, c'est la courbe de production du troupeau de 2018, donc avec en rouge voilà, la production moyenne par vache. Donc en 2019, on était également
sur un coefficient à 0,84, mais là, les effets stress thermique ont été beaucoup plus marqués qu'en 2018. Et en bleu, on vous a aussi représenté la fréquentation. Donc là, ça montre bien un système de traite volontaire, l'impact sur le comportement des animaux. Hein. On a des animaux qui sont moins mobiles, ils vont moins à la table d'alimentation, ils s'alimentent de la même façon. Ils vont voir même pas forcément s'abreuver correctement. Et une vache qui est en stress thermique, il faut savoir qu'elle va monter à 40,5, 41 de température corporelle. Donc c'est comme si nous, on avait de la fièvre. Hein. Et donc, elle ne va pas forcément faire la démarche d'aller se rendre à l'abreuvoir. Donc, si les abreuvoirs ne sont pas bien répartis dans le bâtiment et à disposition des animaux, bah, clairement, l'animal, il peut se laisser mourir dans la logette. Il faut quand même en être conscient. Donc là, bah, ça a été observé. Voilà, ça a démarré au mois de juin, donc avec une grosse première vague de chaleur qui a eu un impact fort sur la fréquentation et la production. Une deuxième au mois de juillet, et puis encore une troisième au mois d'août. Donc là, clairement, ça a eu un gros impact au niveau de la production de cet élevage. Et donc, a été installé le système de douche l'année dernière. Et donc, on a pu voir un peu l'impact des résultats. Et donc, ce qu'on a noté, bah, c'est une amélioration du coefficient. Donc, voilà, comme je vous l'ai dit, sur la première année, on s'attend à ce genre de résultats, hein, donc à 0,94. On espère qu'il va encore s'améliorer l'année prochaine. Mais voilà, on a vu une production de lait qui a été beaucoup plus lisse. Il y a peut-être aussi moins eu les à-coups de l'année dernière, mais quand bien même, voilà, la production, elle s'est bien maintenue. Donc, sur la campagne estivale, déjà, c'est un gain direct hein, de 38 tonnes de lait, donc c'est quand même pas négligeable, de 13 000 euros. Et voilà, et ce qu'on constate aujourd'hui dans cet élevage-là, ben, cet hiver, c'est que bah, du coup, il performe plus par rapport à l'année dernière, puisque son taux de fertilité, là aussi, n'a pas été pénalisé, tout du moins, par le stress thermique. Donc, en conclusion de ce qu'on a pu vous présenter, voilà, donc déjà, c'est que quand on parle de longévité, vous avez compris, on peut relier énormément de choses à ces critères de longévité, mais je pense qu'avant tout, dans la longévité, il y a cette notion de confort animal, de bien-être, d'avoir des animaux qui sont dans des bonnes conditions d'élevage et qui durent. Donc, ça renvoie pour moi vraiment à des décisions stratégiques au niveau de votre élevage. Donc, que ce soit des décisions stratégiques, voilà, soit d'améliorer vite le progrès génétique, donc forcément, vous allez avoir des animaux qui durent moins, soit justement, si on veut un peu plus miser sur la performance des animaux, bah, de dire bah, comment je peux les amener en 4e, 5e lactation. Donc ça renvoie aussi à la notion d'investissement. Où est-ce que vous voulez investir votre argent? Et je pense que voilà, investir dans le confort, ça doit être fait de façon progressive et régulière. Et ce n'est pas une fois qu'on est devant le fait accompli, qu'on a le problème en face de nous, qu'on doit réagir, parce que bah, là, déjà, ça coûte cher, et derrière, bah, il faut pouvoir le rentabiliser. Donc, voilà, donc ça renvoie aussi à cette notion de rentabilité. D'investir dans le confort permet d'augmenter la production via la longévité, quoi. Donc ça, je pense que c'est quand même important. Voilà, et puis ce qu'on a vu, hein, c'est que le confort est essentiel hein, à la maîtrise de cette longévité. Et surtout, voilà, la lutte contre le stress thermique, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment devenir essentiel hein, partout en France, dans toutes les régions. Donc, c'est pour ça qu'on voulait mettre l'accent aussi aujourd'hui sur cette thématique-là. Donc, on arrive à la fin de la présentation. Merci à tous hein, déjà pour l'intérêt que vous avez porté à cette présentation. On va maintenant prendre le temps de répondre à vos questions. Alors, c'est bon. Donc, on a une première question. Comment détectez-vous une vache malade lorsqu'elle est dehors, pardon, à 800 mètres des robots? Là, c'est un peu une question, vaste question. Enfin, voilà, je ne sais pas si toi, Florian, tu as des éléments à apporter. Je pense que de toute façon, la surveillance de l'éleveur est de toute façon primordiale. Je pense que si la question c'est en lien avec le stress thermique, voilà, ce qu'on constate quand même beaucoup, c'est lors des fortes chaleurs, en règle générale, les animaux rentrent
Il y a quand même beaucoup de situations dans lesquelles les vaches se trouvent plus confortables en bâtiment qu'en extérieur, ne serait-ce que parce qu'il y a de l'ombre. Voilà. Je ne sais pas si Florian, tu veux compléter par quelque chose. Après, ça va dépendre aussi du système de collier qui est utilisé et s'il y a des antennes longue distance. Mais bon, après, je vois pas trop le derrière de la question à ce niveau-là. Mais oui, si c'est pour faire le lien avec le stress thermique, je pense que comme le dit Marie-Cécile, le premier ennemi de l'animal, c'est le rayon lumineux, hein, le soleil qui va venir le chauffer la vache. Et donc elle, c'est pour ça qu'elle va aller se mettre à l'ombre, elles vont aller toutes s'agglutiner à l'ombre à l'extérieur du bâtiment, ou alors elles vont préférer carrément rentrer. Et donc, c'est valable aussi dans le bâtiment, hein. La semaine dernière, j'étais dans un bâtiment, on a fait un audit où voilà, le soleil couchant fait que les rayons lumineux rentrent dans le bâtiment parce qu'il y a une ouverture qui a été faite avec du translucide. Ah, donc, la question aujourd'hui, c'est il faut fermer cette ouverture-là pour éviter que les rayons lumineux rentrent dans le bâtiment et chauffent les animaux, quoi. N'hésitez pas à compléter, hein, Monsieur Moreau, si vous voulez, si on n'a pas trop bien répondu à votre question, voilà, n'hésitez pas. Comment évaluer le bon confort des logettes? Ça, je pense qu'un facteur clé, hein, c'est déjà vraiment s'assurer que les animaux sont couchés dedans. Des logettes pas confortables, je pense que l'élément qu'on va pouvoir détecter en premier, bah, c'est une mauvaise fréquentation. Ensuite, c'est voilà, l'absence de blessures et puis vraiment s'assurer que les animaux sont bien couchés dedans. Et le temps de couchage aussi, c'est vrai que des animaux, enfin un revêtement de logette qui est très confortable, les vaches elles rentrent dans la logette, elles mettent pas 3 heures à se coucher, hein. Donc ça c'est un moyen aussi quand vous avez beaucoup d'animaux qui sont debout dans la logette, qui piétinent un peu, qui n'y vont pas, enfin qui se couchent pas, c'est que potentiellement il peut y avoir un problème d'inconfort. D'autres éléments, peut-être Florian pour toi? Alors voilà, pour te rejoindre là-dessus, on parle du nombre le pourcentage d'animaux qui sont debout dans les logettes, donc il faut être à moins de 10%, quoi. Si l'animal va dans la logette, c'est pour aller se coucher. Et comme on a dit, on doit maximiser le temps de couchage pour avoir du lait, donc elle doit aussi se coucher rapidement et pas ruminer debout dans la logette. C'est faux de penser qu'une vache qui rumine debout dans la logette, elle est bien. Elle serait mieux, en tout cas, couchée. Alors, intérêt de la lumière toute la nuit. Alors, aucun intérêt, mais ça dépend de ce qu'on entend dans lumière. Parce que derrière ça, c'est surtout le facteur intensité de la lumière qui est important. Il ne faut pas une lumière trop importante pendant la nuit. Ça, pour pas gêner le biorhythme de l'animal. Donc, il faut au moins 8 heures d'obscurité pour la nuit. Par contre, ce qui est apprécié et appréciable pour les éleveurs, c'est de laisser voilà, quand même une petite lumière à faible intensité qui ne va pas gêner l'animal, qui ne va pas stimuler l'activité de l'animal, mais qui va permettre d'avoir une veilleuse, hein, et permettre de pouvoir intervenir si besoin ou d'effectuer une surveillance tard le soir. Donc voilà, il ne faut pas une lumière de trop forte intensité toute la nuit, bien au contraire. Alors ensuite, comment mettre des logettes à sable en œuvre? Eh ben, très bonne question. Il suffit de créer une logette creuse. Donc ce type de couchage-là est pas énormément répandu en France. Il est très répandu chez nos pays, les pays européens voisins. Et la raison pour laquelle c'est pas énormément répandu chez nous, c'est que le gros inconvénient de la logette creuse stable, c'est qu'il y a une très très grosse quantité de sable à gérer. Et ce sable-là, voilà, il faut le gérer parce qu'il va se mélanger ensuite au lisier, au fumier. Donc l'idéal maintenant, c'est de pouvoir créer des logettes creuses stables, mais avec des plaques, ce qu'on appelle des plaques stabilisateurs de sable, où là, on va pouvoir bénéficier de tous les avantages de la logette sable, à savoir le confort et la partie maîtrise de la qualité, enfin toute la partie hygiène.
mais sans avoir l'inconvénient de la gestion du stabilisateur, hein, avec ce système de plaques-là. Quand c'est bien mis en œuvre, on n'a pas, de sable qui sort. Vraiment, zéro sable à sortir. Donc ça, c'est une solution qu'on propose chez De Laval et qui a de très, très bons résultats. Pour compléter ce que dit Marie-Cécile, hein, il faut savoir qu'une logette creuse sable, 100% sable, sans stabilisateur, c'est à peu près 15 kg de sable par logette par jour qui sont consommés, qui sont évacués. Donc ça nécessite de gérer un certain tonnage de sable à la semaine et derrière de le récupérer quelque part dans la fosse. Donc c'est-à-dire qu'il faut un accès à la fosse pour sortir le sable, une fois que vous avez pompé le liquide, ou alors de pouvoir, via un bac de décantation, faire décanter le sable pour pouvoir le recycler, éventuellement le laver pour le remettre dans les logettes. Donc, outre le fait, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est encore pas trop répandu en France, voilà, la logée de sable, il faut bien gérer le sable. Vous mettre des plaques. Alors ensuite, une question de Rémi Jousserand. Est-ce que des phases alternées de lumière la nuit favorisent la circulation? Je n'ai pas trop d'éléments de réponse, de connaissances, en tout cas pour ma part. Par rapport à la première réponse que j'ai faite sur la lumière tout à l'heure, moi, je serais plutôt défavorable parce que ça risque d'altérer la phase de repos, hein, de l'animal, vraiment la phase d'obscurité qui est vraiment une phase nécessaire, hein. C'est comme pour éviter d'hyper-stimuler, je pense, les animaux. Donc, voilà. Après, je ne sais pas en termes de pratique, Florian, si toi, tu as des retours là-dessus, si tu as des connaissances. Bon, il n'y a pas de ceux qui ont fait des essais qui ont eu essayé. Il y a peu d'impact sur la circulation des animaux, d'allumer complètement tout le bâtiment ou de l'éteindre, de faire des alternances. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir garder une veilleuse qui garde un petit éclairage au niveau de la table d'alimentation. Parce que là, on a vu quand même que ça allait stimuler l'animal à aller ingérer à l'auge, surtout parce qu'il sait du coup où se retrouve le fourrage. Donc pour l'éviter de faire plusieurs panneaux de cornadis ou de naviguer sur la table d'alimentation ou de ne pas y aller, de le démotiver, voilà, le fait de rajouter un petit éclairage sur la table d'alimentation stimule l'animal à venir à la table d'alimentation. Et de ce fait-là, il se met dans un cycle actif d'alimentation et il est ensuite plus motivé pour le robot. Par contre, au-dessus du couchage, enfin, dans le reste du bâtiment, c'est bien conseillé d'avoir 8 heures de nuit complète pour avoir un bon repos de l'animal et puis de bien respecter, comme disait Marie-Cécile, la partie rythme biologique au niveau production d'hormones, etc. Donc l'animal a besoin de 8 heures de nuit. Alors, question suivante de Thierry Jadou. Le logette creuse sablé et robot, VMS ou V300, usure du robot. Alors, effectivement, c'est voilà, la logette creuse standard, hein, vraiment juste pleine de sable. C'est effectivement plus risqué. Enfin, en tout cas, voilà, on sait qu'il y a plus d'usure du matériel, un robot ou autre, hein, même au niveau gestion du lisier, il faut que ce soit du matériel spécifique. Et encore une fois, voilà, donc à la limite, ça va faire le lien avec la question suivante, hein, de Monsieur Delaunay. C'est quoi ce système de plaques pour loger de sable? Alors, c'est des plaques alvéolées, hein, qui font en tout cas chez nous 11 cm d'épaisseur et qui vont permettre de maintenir le sable à l'intérieur de la logette. Donc, c'est une conception de plaque, hein, qui est spécifique de manière à ce que le sable ne sorte pas. Et effectivement, voilà, donc ça crée bien une base, hein, de sable assez épaisse. Et ensuite, au-dessus, on peut voilà, utiliser de la paille broyée en quantité du coup minime, hein, également, mais on crée un nid de paille. Ou alors, voilà, nos amis suisses, eux, utilisent des pellets. Voilà, on peut aussi mettre des copeaux de bois, etc., pour faire la couche supérieure, et ça évite au sable de sortir. Donc, je vous invite à contacter, si vous voulez, hein, les concessionnaires de vos secteurs, hein, pour en savoir plus sur ce système-là,
ou à consulter le site de Laval, vous verrez à quoi ça ressemble. Donc, toujours sur les logettes creuses, il y a une question sur le mélange paille chaud. Donc oui, il y a plusieurs systèmes de faire de la logette creuse, hein. Donc on a soit le sable, soit la sûre, donc 100% sûre, soit effectivement le système paille chaud qui est pas mal utilisé en Suisse. On obtient le même résultat en termes de confort et sanitaire. Voilà, l'inconvénient de la logette chaud, paille chaud, c'est sa préparation, parce qu'il faut préparer le mélange à la mélangeuse et pouvoir le mettre au godet distilleur ou autre dans les logettes. Donc, c'est pas forcément simple à gérer, mais si on a des grandes aires d'exercice qu'on peut facilement rentrer avec un engin dans le bâtiment, voilà, il y a des systèmes en France qui existent et ça donne des très très bons résultats aussi en propreté des animaux. Voilà, c'est quelque chose qui est assez positif. On peut répondre en même temps à la question de Monsieur Domergue. Là, peut-on combiner logette creuse avec sable et plaque et paille, mais en quantité importante, bien sûr. Voilà, bien sûr, ça permet de profiter de la base sable qui est voilà, qui est un matériau inorganique, inerte, donc vous bénéficiez d'une bonne qualité voilà, au niveau du couchage, une bonne maîtrise de l'hygiène, et puis mettre de la paille par-dessus. Donc on a on a des belles références, hein, dans ce système-là. Encore une fois, je vous invite à contacter votre concessionnaire qui pourra vous orienter, mais c'est effectivement une très très bonne solution. Il y avait une question qui est passée de Monsieur Touchet. Comment se fait-il que le troupeau s'agglutine à l'opposé des entrées d'air? Ça, c'est multifactoriel et vraiment hyper variable. Euh, voilà. Si au niveau de l'entrée d'air, il y a énormément de rayonnement, par exemple, hein, ça peut être aussi un phénomène, hein, que les vaches elles vont éviter cette partie luminosité directe du soleil. Voilà, donc il faut voir l'endroit auquel elles s'agglutinent et est-ce qu'il y a un facteur qui leur convient mieux. Euh, et voilà, c'est des choses quand même à voir sur place. Ça peut être lié à beaucoup de choses. Et une entrée d'air, excuse-moi, je te coupe, mais une entrée d'air, voilà, Mhm. c'est pas forcément dire qu'une entrée d'air va faire que ça ventile. L'air est très feignant, hein, donc même quand vous avez un ressenti d'air qui passe dans votre bâtiment, si on s'amuse à mesurer l'anémomètre, souvent c'est très faible, ça fait un peu des effets de bourrasque. Et on va dire passer 10 mètres à l'intérieur du bâtiment, il y a plus de vent. Donc c'est pas parce que vous voyez visuellement que c'est ouvert qu'en fait réellement ça ventile. Donc il faudrait le mesurer à l'anémomètre. Et puis voir effectivement ce comportement-là, mais c'est pas anodin si les animaux se mettent tous d'un côté, c'est qu'ils ne se plaisent pas là où vous pensez qu'ils devraient se plaire, quoi. Alors attendez, je sais plus où je suis. Pour avoir des logis de sable, est-il nécessaire d'être en système racleur-lisier ou caillebotis? Non. Alors, ça dépend ce qu'on entend encore par logette de sable, hein, si c'est de la logette creuse uniquement sable ou si c'est avec un système de stabilisateur. Avec un système de stabilisateur, vous vous retrouvez un système de logette classique, paillé ou autre, donc peu importe le système de raclage derrière, hein. Voilà. Et Alors, au pour, niveau pour- séparation de phase, peut-être que toi tu sais plus, Florian, la question de Rémi Jousserand, séparation de phase. Ah oui, d'accord, pour la partie la compost, litière. oui, oui. Donc ça fonctionne également, mais il faut bien gérer son compost, c'est-à-dire que voilà, au niveau du séparateur de phase, il faut bien avoir un produit qui ressort relativement sec. Donc, c'est-à-dire qu'il faut bien gérer les équipements sur la séparation de phase et après faire qu'on ait bien un compost, donc qu'il y ait bien eu un échauffement pour après qui va tuer les bactéries et pour après remettre le produit, le substrat, tu dépends comment on l'appelle, la matière, dans les logettes. Donc il y a quand même une certaine compétence à avoir sur la façon dont on fait ce compost-là. Donc il y a des élevages qui sont en place, ça marche très très bien. Donc, je pense que l'outil de compostage, de séparateur de phase a été bien dimensionné. Et des fois, voilà, si c'est pas forcément bien dimensionné à la quantité d'effluents qu'on amène, ça nous amène à aller plus vite plus ou moins vite dans le processus. Et derrière,
mais on remet des problèmes dans le bâtiment. Donc c'est vrai que je pense qu'il faut bien s'entourer de personnes compétentes sur la partie séparation de phase. Et dernière question donc de Monsieur Delaunay, pas trop problématique, le sable en système Caillebotis. Moi, de mon expérience, en tout cas, chez Delaval, avec le système de stabilisateur de sable, on est quand même plus sur de la gestion fumier que complètement lisier. Donc, voilà, pas de système. Enfin, en tout cas, moi, à ma connaissance, j'ai pas vu de système avec Caillebotis. Donc, je ne saurais pas trop vous répondre sur cette question. C'est mieux de privilégier soit avec une pré-fosse, soit après une fosse en bout, ou comme je disais tout à l'heure, il va falloir rentrer dedans la fosse après avec le télescopique ou un engin pour sortir le sable. Donc avec un caillebotis, je vois pas trop comment vous allez aller chercher le sable qui va se déposer, qui va décanter naturellement dans le caillebotis, quoi. Donc je pense que c'est pas compatible avec du caillebotis. Non. Quelle heure il est? On peut peut-être répondre aux deux dernières. Alors, quelle fréquence faut-il regarnir le sable et quelle autonomie peut-on espérer? Bah, écoutez, aucune donnée à vous apporter là-dessus parce que, voilà, a priori, c'est pas quelque chose qu'on doit. Enfin, voilà, il y a pas de. En tout cas, avec les plaques, il n'y a pas de. Il n'y a pas à renouveler le sable puisqu'il ne sort pas. Donc voilà. Et tapis de Laval type avec mousse. Donc les matelas ont-ils des handicaps par rapport au sable? C'est-à-dire la différence entre un couchage matelas et un couchage logette creuse sable, j'imagine. Voilà, je dirais que c'est deux solutions différentes. Ça va dépendre aussi si vous voulez gérer du lisier ou du fumier. C'est vrai qu'en logette avec stabilisateur de sable, on est plutôt sur de la gestion fumier encore une fois. Et avec du matelas, vous allez pouvoir partir sur du lisier avec uniquement un minimum de litière qui passe les champs, quoi. Donc, on n'est pas sur les mêmes. Voilà. Mais au niveau confort, voilà, les solutions matelas apportent énormément de confort. On n'est pas sur les mêmes objectifs, les mêmes gestions. Voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti. Merci en tout cas à vous pour la qualité des échanges et l'intérêt que vous avez porté à cette présentation. Si vous voulez aller un petit peu plus loin sur la partie longévité, je vous invite à aller télécharger le guide de la longévité que vous trouverez sur le site de Laval France. Et puis, donc sachez que le cabinet, pardon, ça y est, le cabinet de Florian, là, donc FDS, réalise des audits en confort du bâtiment. Donc, n'hésitez pas à les contacter si vous voulez vraiment faire un diagnostic de votre bâtiment et puis voir éventuellement des points à améliorer. Et puis, sur le site YouTube, sur la page de Laval, et ben, vous allez aussi trouver des témoignages sur notamment les installations co-cooling, les témoignages des éleveurs qui sont équipés. Et puis, vous voyez aussi sur la carte les différentes installations qu'on a maintenant en France. Donc, n'hésitez pas à contacter vos concessionnaires aussi si vous voulez aller plus loin. Et merci encore, en tout cas, à tous. Une belle soirée à vous. Merci beaucoup, Florian, pour ta participation à nouveau. Super. Au revoir et merci beaucoup. Merci à tous. Bonne soirée. Au revoir.